euh, au niveau du cercle Condorcet, la démocratie au sens large a été un fil rouge de nos activités, de nos conférences, de nos groupes de travail. Nous avons eu des plénières avec, par exemple, Pierre Rosanvallon sur les institutions invisibles, plusieurs fois avec Dominique Rousseau sur toute la partie constitutionnelle. Dans des domaines plus pratiques ou plus focalisés, il y a quelques années, Nona Meyer était venue nous dire comment le Front National et ses idées étaient en train d'infuser dans la société française. Et malheureusement, on ne peut que constater qu'elle avait raison et peut-être trop raison. Nous avons eu Pierre-Yves Bocquet récemment qui est venu nous parler de la révolution constitutionnelle que le Rassemblement national voudrait instaurer en France et potentiellement qui pourrait être faite en 100 jours. Donc c'est bon, j'espère que ça sera plus près des 100 jours de Napoléon que des 100 jours d'autres 100 jours plus glorieux. Nous avons eu effectivement, et dernièrement, nous avions parlé des Gilets jaunes. Nous avions parlé aussi de Grigny avec Jérôme Truc et Fabien Truon qui avaient fait une étude très intéressante sur cette commune qui est la deuxième commune la plus pauvre de France et sur comment les personnes qui y sont étaient perçues par l'extérieur et percevaient aussi les événements, notamment en liaison avec les attentats terroristes de 2015 et d'autres événements. Donc, vous voyez, des choses qui sont assez différentes, mais qui tournent autour, justement, de tout ce qui est l'accomplissement de la démocratie. Bon, quand on est Condorcet, on ne se refait pas non plus. Hein. On a des idées sur les Lumières, la République. Condorcet, c'est aussi le primat de l'éducation. Il disait qu'effectivement, toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes sera trompée par des charlatans. On aura peut-être des travaux pratiques là-dessus dans quelques mois, et aussi de croire au progrès possible de l'esprit humain. Là, c'est peut-être moins gagné dans certains domaines, et comme on l'avait dit la dernière fois, on était avec Frédéric Gros, qui d'ailleurs vous salue, puisque je crois que vous êtes collègue à Sciences Po, le vernis civilisationnel peut craquer assez facilement. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Lazare pour nous parler du populisme. Il a écrit un livre très intéressant, très approfondi sur le sujet et il va nous exposer effectivement ce qu'est le populisme, les différents types de populisme en France essentiellement, mais qui a eu lieu aussi en Europe. On pourra parler aussi, parce que c'est un grand spécialiste de l'Italie, mais dans un deuxième temps, lors du débat. On pourra aussi parler de l'Allemagne, parce qu'il se passe beaucoup de choses à la fois intéressantes et inquiétantes dans ce domaine-là. Et ensuite, une fois qu'il aura fait cet exposé, il pourra aussi nous dire comment, de façon pratique, on passe à l'extrême droite, comment réagir, qu'est-ce qu'il faudrait pour éviter que on ne se contente pas de beaux plaidoyers ou d'essayer de culpabiliser les électeurs du RN, ce qui fonctionne de moins en moins. Comment, je parlais de valeur tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas un trait fragile et timide sur moi de parler de ce type de valeur ou d'éducation face à une espèce de ça exacerbé. Nous voyons un peuple des citoyens et les populistes veulent transformer ce peuple en foule qui soit qui sont drivés par leurs émotions et par leur ça et non plus par l'éducation. Et effectivement, on pourra se poser peut-être la question de savoir comment prévenir ces crises et comment on pourrait, avec des politiques économiques, des institutions adéquates, non pas les éviter parce que ce n'est pas possible, mais aussi les minimiser. Donc voilà, c'est un programme très ambitieux, très chargé. Marc Lazare va faire une intervention de 25-30 minutes et ensuite, nous aurons comme d'habitude un débat et toutes les questions seront les bienvenues. D'accord. Pardon, d'abord, merci pour cette invitation, merci pour votre présence. Effectivement, vous abordez beaucoup de sujets et vous me donnez 30 minutes pour les introduire, donc je vais beaucoup vous décevoir, mais je vais essayer, comme on en a convenu, de parler d'un certain nombre de points.
qui sont liées effectivement à ce livre qui s'appelle donc Pour l'amour du peuple, l'histoire du populisme en France, 19e, 21e siècle. D'abord, ce que je propose, c'est de réfléchir un peu sur cette notion de populisme. Ça va être la première partie de cette courte intervention. Dans un deuxième temps, de m'interroger sur les raisons pour lesquelles, selon moi, il y a une particularité française qui explique la récurrence de ce phénomène. Je ne rentrerai pas trop dans le détail historique et donc je parlerai, enfin je mettrai ça en perspective. Puis dans un troisième temps, effectivement, je parlerai du populisme contemporain en France en essayant juste de déboucher sur, comme vous me l'avez demandé, une mise en perspective européenne pour prendre les questions. Autre chose, ça c'est le sujet le plus ardu, comment combattre le populisme, je le laisserai pour la discussion. Alors, d'abord sur la question du populisme, c'est une question très compliquée. Une question très très compliquée parce que c'est un mot qui est utilisé dans tous les sens. C'est un mot qui est instrumentalisé par la politique. Un certain nombre d'acteurs politiques accusent les autres d'être populistes. D'ailleurs, ceux qui sont accusés parfois récusent cette accusation ou alors la revendiquent, et c'est le cas récemment à plusieurs reprises dans le passé de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est un premier point, donc c'est toujours compliqué pour un chercheur lorsqu'on est confronté à une notion qui est justement très instrumentalisée politiquement. C'est très utilisé aussi dans les médias, sans jamais définir cette notion. Et de ce fait, on a un débat dans le domaine des sciences sociales entre ceux qui disent qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser. C'est une position minoritaire en France. Au niveau international, ce n'est pas du tout une position, mais il y a une position minoritaire en France consistant à dire, je vais tout de suite l'illustrer avec un exemple, pourquoi parler de populisme quand vous parlez du Rassemblement national? Parce qu'en parlant du populisme pour le Rassemblement national, vous euphémisez ce qui est la vraie nature du Rassemblement national, c'est-à-dire son caractère d'extrême droite. Donc, vous voyez que c'est un débat assez important. C'est une question aussi très compliquée parce qu'il y a une production absolument considérable sur le populisme. Je le rappelle dans le livre, j'ai calculé qu'il y a eu depuis quelques années plus de 24 000 ouvrages ou articles publiés rien qu'en anglais sur la question du populisme. Moi, sur cet appareil maudit et en même temps très utile, je reçois 5 annonces en moyenne par jour de publication d'un article dans une revue scientifique en langue anglaise, donc sans parler des articles qui sont publiés dans d'autres langues. Alors, moi, je pense qu'il faut se confronter à cette question du populisme et donc j'ai proposé une définition du populisme à partir notamment des travaux qui existent en sciences politiques pour ensuite, en tant qu'historien et en combinant histoire et sciences politiques, les utiliser à bon escient, avec nuance. Mais avant d'entrer tout de suite dans le détail, je voudrais vous dire pourquoi j'ai adopté cette démarche, parce que je crois que toute chose étant égale par ailleurs, ce n'est pas exactement la même chose, mais quand même qu'on se retrouve confronté un peu à la situation des Européens dans les années 20 ou 30. Et dans les années 20 ou 30, un certain nombre de personnes, un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de responsables politiques se sont dit 1922, 1917, Lénine a pris le pouvoir en Russie et établit une dictature épouvantable. Mussolini prend le pouvoir en 1922, c'est aussi un régime fasciste qui s'instaure. 1933, le nazisme arrive en Allemagne. Et un certain nombre de personnes ont commencé à se dire, mais ça ne correspond pas, les régimes qui sont en train de se mettre en place, ça ne correspond pas aux dictatures classiques que l'on connaissait, et notamment par rapport aux ouvrages de philosophie, vous parliez de philosophie, ou de théorie politique que nous avons. Le premier qui va trouver un mot pour ça, c'est un libéral italien, pas du tout un homme de gauche, M. Amendola, qui dans un article d'une revue libérale qui existait encore en Italie, va employer un adjectif qui est « on assiste à la mise en place d'un régime totalitaire ». Mussolini va s'emparer de cette expression et en disant « vous avez raison, j'instaure effectivement un régime, un État totalitaire. Nous sommes pour un État totalitaire. » Évidemment, comme vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, cet adjectif va se transformer en un néologisme et c'est le totalitarisme. Alors je disais, toute chose étant égale par ailleurs, on comprend bien actuellement qu'on est confronté à quelque chose qui se répand dans le monde entier,
qui arrive parfois au pouvoir et qui ne correspond pas aux catégories classiques qu'on utilise, même s'il y a un très fort débat aujourd'hui justement sur l'utilisation, par exemple, du mot fascisme, y compris aux États-Unis sur Trump. Il y a un grand débat aux États-Unis, je n'en suis pas spécialiste, mais je le suis. Est-ce que Trump ne serait pas une sorte de fasciste? Eh bien, je pense que nous sommes confrontés avec la notion de populisme justement à ce défi intellectuel, c'est-à-dire d'essayer de caractériser ce truc, cette chose qui est en train de conquérir le pouvoir et qui domine dans un certain nombre de pays, qu'ils soient d'ailleurs au pouvoir ou pas. Alors, qu'entendre par populisme? Quand vous consultez ce qu'on appelle dorénavant avec le jargon qu'on emploie, la littérature, qui n'est pas du tout les romans, mais qui est la littérature scientifique et notamment en sciences politiques, il y a trois définitions majeures du populisme qu'on peut identifier, parmi beaucoup d'autres, parmi les 24 000 publications et quelques. La première, c'est de dire que le populisme, c'est une forme d'idéologie nouvelle, une idéologie qui opposerait le peuple bon, vertueux, uni, face à une minorité d'élite dominatrice, complotiste, et qui écraserait en permanence le peuple, et qui serait corrompu. Alors, les auteurs, je ne vais pas les citer, je les donne tous en bibliographie de mon ouvrage, ces auteurs expliquent que cette idéologie est une idéologie très souple. En anglais, ça s'appelle thin ideology. C'est une idéologie très labile, très plastique, très, si j'ose dire, très pragmatique. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Eh bien, c'est que le populisme ne peut pas se référer à de grands auteurs. Quand vous pensez au socialisme, vous pouvez penser à Marx, au communisme, vous pensez à Marx, ou quand vous pensez au libéralisme, quand vous pensez au conservatisme, à chaque fois, vous avez des grands auteurs. Ici, ce n'est pas tellement le cas. Et donc, cette idéologie, c'est une idéologie très, encore une fois, très souple, qui peut justement se déployer et dire une chose et son contraire, mais elle est caractérisée par cette opposition donc entre un peuple uni et une minorité d'élite. Et du coup, cette opposition a une dimension aussi morale. C'est un élément très important, le bon, le peuple, contre le mal, les élites. C'est une des premières définitions. La deuxième définition, c'est le fait que le populisme serait en fait une forme de stratégie et de style. Une stratégie pour conquérir le pouvoir et éventuellement pour le gérer une fois qu'on est au pouvoir, avec un certain style qui doit être un style caractérisé par un côté de rupture avec les partis politiques traditionnels. Et donc cette stratégie, c'est une stratégie qui va reposer sur la démagogie, mais dans toute politique, vous pourrez m'objecter, il y a de la démagogie, mais de la démagogie et de la simplification poussée à l'extrême, avec une tendance à la virulence, à l'affrontement, parce que, et ça c'est un élément très important, cette stratégie et ce style ne pensent pas que la compétition politique est régie entre adversaires, mais qu'elle oppose des ennemis. Il y a des ennemis qu'il faut éliminer, et des ennemis qu'il faut éliminer non pas physiquement, mais symboliquement, en tout cas pour le moment, métaphoriquement, en les disqualifiant et en les délégitimant. Donc c'est la deuxième acception de la notion de populisme, c'est une stratégie et un style. La troisième définition du populisme, parmi beaucoup d'autres, mais je prends les trois principales, c'est celle qui consiste à dire que le populisme, c'est avant tout l'expression d'une opposition qui n'est pas simplement idéologique, mais qui est culturelle. Qui est culturelle parce qu'elle oppose la culture du haut à la culture, donc la culture là encore des élites, à la culture du bas, à une forme de culture populaire. Alors, je le dis très simplement, on aura l'occasion d'y revenir, ces notions sont tout à fait intéressantes à condition de les prendre avec beaucoup de nuances et je vais vous montrer à la fois immédiatement théoriquement l'intérêt et en même temps les limites de ces définitions, ce qui fait qu'à chaque fois, ensuite qu'on étudie un populisme, il faut essayer de voir à quelle définition il se rapproche le plus. Sachant qu'en sciences politiques, mes chers collègues, ont des affrontements très forts entre ceux qui sont d'une école, le populisme est une idéologie, le populisme est une stratégie, un style, le populisme est un affrontement culturel. Intérêt, je prends la première définition, le populisme est donc une opposition d'une idéologie reposant sur un fondement moral entre le bien et le mal, un peuple uni et une minorité d'élite, et en même temps, on voit ce que ça veut dire, on comprend tout de suite, parce qu'on comprend l'actualité, peut-être plus que le passé, en se disant les grandes idéologies sont en décomposition, elles n'ont plus la même force, la même interprétation du monde qu'elles proposaient auparavant, elles ne reposent plus sur des partis, ou plus exactement, elles n'alimentent plus
des partis politiques. Le socialisme, très difficile de le définir, très difficile même de définir le conservatisme, même le néolibéralisme par rapport au libéralisme classique. Et donc, on comprend la nature à horreur du vide, la politique aussi, et donc, il y aurait cette nouvelle idéologie qui s'imposerait. Donc, a priori, on se dit, on comprend quelque chose du présent, là, je ne parle même pas du passé. Et en même temps, on voit tout de suite la limite, mais je vais vous en donner un exemple parce qu'il est au cœur de notre vie politique actuellement. On voit bien que M. Bardella, aujourd'hui, n'est plus dans l'opposition classique que faisait le Front National et même Marine Le Pen entre le peuple et les élites, puisqu'ils cherchent le contact avec une partie des élites. Donc on voit bien que cette idée d'une opposition entre un peuple uni et des élites est à la fois topique, pertinente, et en même temps, elle montre des limites. D'où l'intérêt d'être toujours dans une étude chaque fois qui introduit la complexité, la nuance. Deuxième exemple, la stratégie et le style. Je disais, c'est une stratégie d'affrontement parce qu'il y a des ennemis. Et on voit bien, si on prend le cas français aujourd'hui, que si on applique cela à la France insoumise, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, même si actuellement Jean-Luc Mélenchon est en train de changer très rapidement parce qu'il est dans une perspective justement de l'élection présidentielle, et c'est un peu moins le bruit et la fureur qu'il avait théorisé à un certain moment. Et en même temps, on voit bien que de l'autre côté du spectre politique, le Rassemblement national, c'est la fameuse stratégie de la dédiabolisation et de la cravate pour prendre l'image qu'on a souvent utilisée. Et donc, l'idée, c'est au contraire de montrer sa crédibilité. Donc, attention, stratégie et style, on voit ce que ça veut dire, mais tout de suite de la nuance. Et puis, troisième définition, la définition culturelle, on voit ce que ça veut dire, parce qu'on sent bien qu'il y a un certain nombre d'éléments justement qui sont maintenant assez consensuels dans les élites d'un point de vue culturel, un certain type de comportement, un certain type de valeur, un certain type d'attitude, et qu'on peut avoir une réaction par rapport à cela. Par exemple, je vais prendre un exemple, je vais être un tout petit peu polémique, il ne faut pas utiliser le barbecue, je fais allusion à une certaine députée, parce que c'est vraiment un comportement machiste et il faut déconstruire tous les hommes. Et effectivement, on peut comprendre, je ne vais pas dire justifier, la réaction d'un certain nombre d'éléments des catégories populaires, un peu comme Fabien Roussel, le dirigeant du PCF, avait dit à propos de Sandrine Rousseau, vous l'avez reconnu, en disant ben, moi, ce que je souhaite, c'est que justement les catégories populaires puissent avoir de la viande de qualité pour faire leur barbecue. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui correspond à la fois à une certaine réalité, et en même temps, tous les historiens nous ont montré, notamment pour les historiens de l'époque moderne, qu'il n'y avait pas une opposition terme à terme entre la culture populaire et la culture du haut. Ça n'existe pas. La culture du haut infiltre la culture populaire et la culture populaire est parfois récupérée par la culture dite du haut. Un exemple contemporain, le rap. Le rap vient justement des quartiers et il est devenu une formidable entreprise, comme sait le faire le capitalisme, récupérée par les élites dirigeantes. Donc, vous voyez, sur ces définitions, elles sont à la fois topiques et elles nous obligent à être particulièrement prudents. Alors, j'en viens à mon deuxième point, c'est ce que j'ai essayé de traiter dans ce livre. Moi, j'ai été assez sidéré de voir que, d'abord, contrairement à ce que dit une partie de la science politique, le populisme en France n'est pas né au XXe siècle. Il n'est pas né avec le Front National. Il a une histoire, et une histoire que moi je fais remonter au XIXe siècle avec le général Boulanger. Et je parle aussi des ligues des années 30, je parle du poujadisme, je prends beaucoup d'autres exemples. Je ne vais pas vous embêter avec ça, d'autant plus que mon temps est limité. Mais qu'est-ce que j'ai voulu démontrer à travers cette étude? Plusieurs choses. D'abord, qu'on peut parler d'un populisme et qu'il y a des populismes. Et je fais une double distinction. Il y a un populisme de droite et il y a un populisme de gauche. J'y reviendrai dans un instant. Et donc, tout de suite, d'ailleurs, on voit la limite de la définition à laquelle je faisais allusion. Puisque d'un côté, je vous ai expliqué, la définition de l'idéologie, c'est le peuple uni contre des élites. Mais si vous avez un populisme qui se situe à gauche et un autre qui se situe à droite, et ce n'est pas simplement la caractérisation qui est faite par les chercheurs, c'est ces formations elles-mêmes qui se situent dans cet espace politique, surtout dans un pays comme la France qui a inventé cette opposition, eh bien, ça prouve qu'il y a une acceptation de la part de ces mêmes populistes que le peuple est divisé, parce qu'il y a une partie du peuple qui n'est pas justement ou de droite ou de gauche. Donc c'est une tension interne à tout populisme. Et je l'illustre tout de suite, c'est une tension interne actuellement au sein du Rassemblement national. C'est une tension interne entre Jordan Bardella, justement, et Marine Le Pen, qui n'arrête pas de répéter, elle attend sa décision de justice le 7 juillet, mais qui n'arrête pas de répéter, moi je suis ni de gauche ni de droite, je suis le peuple contre les élites. Et d'ailleurs, je suis élu, dit-elle, à Hénin-Beaumont, dans une terre de gauche, et nous avons des élus dans les terres de droite.
Bardella n'est pas là-dessus. Il est dans l'opposition, justement, complètement différente. Il est pour l'union des droites autour du Rassemblement national. C'est la même tension qui existe du côté de la France insoumise de manière permanente. C'est-à-dire, d'un côté, nous sommes le peuple contre les élites, je reviendrai dans un instant, mais en même temps, nous sommes justement la vraie formation de gauche. Deuxième type de populisme, ce que j'appelle le populisme intégral et le populisme intermittent. Le populisme intégral, c'est les populismes qui justement se rapprochent le plus des trois éléments de définition que j'ai indiqués. Exemple, pour être très concret, les poujadistes des années 50. Donc 1953, le papetier de Saint-Céret, Pierre Poujade, organise un mouvement de protestation contre des contrôles fiscaux. Ce mouvement va se généraliser, se transformer en politique, créer l'Union de la fraternité française, qui va se présenter aux élections de janvier 1956, obtenir plus de 12% des voix avec un jeune député qui commence à faire ses premières classes et qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Et donc, c'est, j'allais dire, l'épure du populisme. Il correspond exactement aux trois définitions. Alors là, vraiment, ça coche toutes les cases. L'idéologie, le peuple contre les élites, la dénonciation des intellectuels pourris, le poisson pourri par la tête, expliquait Pierre Poujade, le peuple est uni, je préfère mon charcutier au polytechnicien, phrase d'ailleurs qu'a repris récemment Gérald Darmanin, on a ici un exemple parfait de populisme, plus la stratégie, le fait qu'à l'époque, ça ne se faisait pas sous la 4ème République, Pierre Poujade, grand orateur, se présentait sans cravate pour parler, ça choquait beaucoup, car les responsables politiques étaient justement tous très bien habillés, correctement habillés, sans parler de l'antisémitisme de Pierre Poujade, qui attaquait celui qui symbolisait pour lui la modernité qu'il dénonçait, c'est-à-dire Pierre Mendès France. Et puis, la dimension Algérie française. Donc, ça, c'est le populisme intégral. Mais je le retrouve aujourd'hui dans le Rassemblement national et la France insoumise. Le populisme intermittent, c'est le populisme qui a pu exister historiquement dans certains cas. Je prends l'exemple du Parti communiste français, qui oscillait en permanence entre des formes d'ouvriérisme, donc c'était le raisonnement marxiste, les classes sociales avant tout, et des moments lorsqu'il cherchait à unir, se faisait systématiquement référence au peuple, et dans le cas des années 30, par exemple, c'était le fameux slogan, qui d'ailleurs fait florès encore aujourd'hui, faire payer les riches contre les 200 familles. Le peuple contre 200 familles. Il cochait là aussi les cases. Et le populisme intermittent aujourd'hui, je vais y revenir dans un instant. Donc, c'est ça que j'ai voulu identifier dans le livre. Et en même temps, il y a une grande différence historique entre ces populismes du passé que j'étudie et les populismes contemporains. Et quelle est cette différence? C'est que dans le passé, les populismes étaient des moments populistes. Je vais employer une expression que j'emploie ici, que j'ai refusé d'employer le livre, mais comme j'ai peu de temps, je vais l'employer parce que c'est une métaphore qui ne me plaît pas. C'était des poussées de fièvre. Parce que si on pense des poussées de fièvre, on pense au thermomètre, on pense à la maladie. Et je ne pense que justement, il ne faut pas penser comme ça le populisme. Mais ça passait très rapidement. Le populisme du poujadisme, c'est 1953-1958. Le retour du général de Gaulle élimine complètement le populisme poujadiste. Donc ça poussait. Le boulangisme, c'est 4 ans. C'est 1887-1891 où Boulanger, de manière très romantique, se suicide sur la tombe de sa maîtresse à Bruxelles, et c'est fini. Alors que pendant 4 ans, la République, la troisième, a été en danger avec le général Boulanger. La différence aujourd'hui, à partir des années 80 et jusqu'à maintenant, c'est que le populisme s'installe dans la durée, est profondément inséré dans la société, qu'il détermine quasiment toute notre vie politique, et je vais pousser le bouchon très très loin, il détermine tellement la politique que justement, ceux qui veulent le combattre sont parfois obligés d'utiliser des formes de populisme, alors que sur le fond, ils veulent les combattre, mais parce que justement, la politique et la forme de la politique qu'imposent ces populismes les obligent à utiliser les mêmes moyens. Exemple, Emmanuel Macron en 2017, lorsqu'il se présente comme le candidat anti-système, le candidat non seulement homme neuf, mais à plusieurs reprises, je le cite dans le livre, où il dit « je suis le candidat du peuple », ce qui fait un peu sourire, quand même, avec tout le respect pour Emmanuel Macron. Mais voilà, c'est parce que ça démontre, et je vais employer là aussi une expression très forte, qu'ils ont presque, avant même d'avoir pris le pouvoir, qu'ils déterminent beaucoup de choses par les thématiques qu'ils mettent en avant, parce qu'ils placent les autres partis sur la défensive. Donc, c'est la grande transformation. Aujourd'hui, ces populismes s'installent dans la durée, ils sont profondément ancrés dans la société, ils déterminent une grande part de notre vie politique.
quand je fais cette analyse historique, j'en suis arrivé à dire qu'il y a à chaque fois 3 causalités dans le populisme, qu'on retrouve systématiquement, même si le contenu de cette causalité est évidemment différent selon les contextes historiques. La première, c'est que le populisme surgit quand, dans un contexte et dans un moment, disons, de défiance politique. Et nous l'avons, ce moment de défiance politique, à l'époque de Boulanger, dans les années 30, dans les années 50, sous la 4ème République, qui a enlisé dans la guerre d'Algérie, dans ses crises gouvernementales, etc., etc. Et nous le connaissons aujourd'hui. Nous battons des records de défiance politique. Deuxième élément, à chaque fois qu'il y a des situations de crise socio-économique importante, situation de chômage, situation aujourd'hui de précarité, d'inégalité, c'est des éléments très importants qui peuvent nourrir les acteurs populistes qui cherchent à exacerber ces situations socio-économiques. Et troisième point, et c'est le plus délicat, c'est des moments, je vais appeler d'interrogation culturelle et identitaire. Et là, à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, on voit cela. C'est-à-dire, à la fin du 19e siècle, quand le général Boulanger commence à entrer en politique, c'est après la défaite française face à la Prusse, c'est un grand moment d'interrogation sur ce qu'est la France, est-ce qu'elle est en déclin ou pas. Même chose dans les années 30, même chose dans les années 50 avec le processus de modernisation qui est en cours. Nous ne sommes pas encore dans l'épopée gaulliste qui commencera à partir de 1958. Et aujourd'hui, évidemment, il y a cette grande interrogation, mais qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes comme Français? Qu'est-ce que c'est qu'être en France? Qu'est-ce que c'est que vivre ensemble en France aujourd'hui, à l'heure de l'européanisation, à l'heure de la globalisation et à l'heure de la diversification de la composition de nos sociétés, en plus avec l'amorce d'un déclin démographique. Lorsque vous avez ces 3 causalités, un certain nombre d'acteurs peuvent émerger, effectivement, et encore plus aujourd'hui, non seulement à cause de la défiance politique, mais l'effondrement des partis politiques traditionnels. Et donc, on retrouve effectivement, dans ces cas-là, les conditions d'essor du populisme. Ce qui veut dire, et c'est un des points importants que je développe dans le livre, que le populisme n'est pas un problème. Le populisme n'est pas un problème, il est l'expression de problèmes. Et ça, vraiment, c'est capital, parce que très souvent, on déplore en permanence le populisme est un problème. Non, s'il y a populisme, c'est que c'est l'expression d'un problème politique, socio-économique, culturel et identitaire. Et c'est les conditions pour qu'émerge le populisme. Et aujourd'hui, il ne fait pas qu'émerger, il est là, il est présent, il est fondamental, il est à l'offensive sur tous les deux. RN, la France insoumise, ils ont des points communs sur la critique de l'Europe, sur la critique des élites, sur, par exemple, la volonté de sortir de l'OTAN aujourd'hui, sur le refus de financer la guerre. Ça a été clairement dit dimanche par Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting à Saint-Denis. On peut cocher comme ça un certain nombre, la critique des partis traditionnels. On trouve des éléments communs à ces formes de populisme qui peuvent aboutir à des convergences. Mais ils ont des différences fondamentales. Et c'est pour ça que je refuse, à titre personnel, l'amalgame. Et quelles sont ces différences? C'est d'abord des différences sociologiques. Ce n'est pas exactement le même électorat. L'électorat, et là je voudrais insister parce que vous savez tous que l'électorat aujourd'hui du Rassemblement national, ce n'est plus simplement l'électorat du sud de la France et de l'Est, c'est plus simplement l'électorat des classes moyennes du sud-est de la France ou des anciennes catégories, enfin toujours catégories populaires, mais très souvent liées à la désindustrialisation du nord et de l'est de la France, très souvent qui votaient avant pour la gauche et qui sont passés progressivement, pas immédiatement, mais progressivement du côté du RN, ça pénètre dans toutes les catégories sociales, et notamment depuis les élections de 2024, y compris le dernier bastion de résistance qui étaient les retraités. Et aujourd'hui, le RN progresse chez les retraités, sauf ce qui échappe pour le moment quand on regarde tous les travaux, non pas faits par moi, mais par mes collègues, notamment du CEVIPOF à Sciences Po, les retraités qui ont une bonne retraite, qui ont un haut niveau d'instruction et qui vivent dans les grandes villes. Donc on a cet électorat très important. Du côté de LFI, il n'est pas vrai, contrairement à ce que dit toute une partie de la presse de droite tous les jours, que l'électorat de LFI est composé uniquement des jeunes des banlieues, des périphéries d'origine immigrée et de confession musulmane. Oui, 64% des musulmans qui votent pour la France insoumise, 64%. Incontestablement, il y a ce vote. Mais à côté de ce vote, il y a aussi le vote des catégories populaires. Attention, la réduction, notamment par la droite de la France, de la sociologie électorale, est non seulement une erreur, peut-être
un calcul très intéressé pour d'évidentes raisons. Et donc, c'est un électorat populaire. Jérôme Fourquet a fait une très bonne analyse là-dessus, où il démontre que l'électorat des catégories populaires de la France insoumise, c'est des catégories populaires qui sont encore plus fragilisées, plus précarisées que ceux qui votent pour le Rassemblement national. C'est un élément très important parce que ça renvoie à deux aptitudes culturelles. Du côté de l'électorat RN, ça de plus en plus, on a des recherches qui sont en train d'être faites, elles sont très intéressantes. Il y a un argument très fort qui est développé, c'est la fierté du travail dans ces catégories-là, le fait que celles qui votent pour le RN, et l'hostilité aux assistés, aux parasites. Ça, c'est un élément très important. Alors que du côté du vote LFI, c'est très souvent ce que l'Institut de la Boétie, qui est le think tank qui fait du très très bon travail autour de Jean-Luc Mélenchon et de Clémence Guettet, qui insiste sur ce vote des ubérisés, de ceux qui sont précarisés, de ceux qui gagnent, dit Clémence Guettet, à partir des études qu'elle a faites, à partir des travaux sociologiques, moins de 1 750 euros par an, et qui parfois, effectivement, moins de 1 450 euros par mois, et qui sont dans des situations de grande précarité et qui donc ont droit à des formes d'assistance. Mais effectivement, on a deux électorats différents. On a deux objectifs anti-élites différents. Lorsque le RN parle des élites et dénonce les élites, c'est les élites qui favorisent, selon le Rassemblement national, les grands mouvements migratoires. Donc, c'est les élites françaises cosmopolites, c'est les élites européennes, c'est les élites mondialisées, c'est les élites qui favorisent ce changement fondamental, selon le Rassemblement national, de la composition de notre société. Pour la France insoumise, ce n'est pas ça. Au contraire, c'est les élites du capitalisme financier, du capitalisme mondialisé. Donc attention, ce n'est pas les mêmes élites qui sont dénoncées par ces formations. Et puis, évidemment, ce n'est pas les mêmes valeurs. Et notamment, on peut prendre deux exemples très rapidement, leur conception du peuple et leur conception de la nation. La conception du peuple, du Rassemblement national et de la nation, c'est une conception qu'on qualifie d'ethnoculturelle. C'est-à-dire, vous êtes français parce que vous êtes de lignée française, de sang français, ce que longtemps le Rassemblement national appelait les Français de souche contre les Français de papier. Expression des années 30. Expression des années 30. Aujourd'hui, vous avez évoqué les travaux de Bocquet, c'est la priorité nationale qui renvoie, pour l'historien que je suis, évidemment au mot d'ordre du 19e siècle de l'extrême droite, la France aux Français. C'est ça leur conception. Et donc, leur conception du peuple français, de la nation, c'est une nation, c'est une dimension ethnique, oui, ethnique, et d'autre part culturelle, parce que c'est l'idée que la culture française est une culture immémorielle, qui ne change pas, et surtout qui n'intègre pas ce qui fait la richesse de la culture française, cette formidable capacité qu'a eu notre culture, qu'elle l'a encore, d'intégrer les éléments étrangers. Ça, la force de la culture française, justement, à la fois d'avoir cette dimension franco-française et d'avoir la Joconde comme symbole. Vous savez que les Italiens réclament toujours la restitution de la Joconde. Bon, c'est un très bon exemple, justement, de notre patrimoine nourri, justement, de l'apport des éléments étrangers. Du côté donc la conception de la nation du RN, c'est une conception de la nation fermée. Attention, c'est ça la différence avec le fascisme. Pas belliciste, pas agressif. La conception nationaliste, moi ce que j'appelle aussi national-populaire, c'est une conception défensive. Défensive contre les étrangers, défensive contre l'Europe, défensive contre la globalisation. Rien à voir avec le fascisme. Rien à voir de ce point de vue-là avec le nationalisme fasciste qui est agressif, belliciste, conquérant, impérialiste. Rien à voir, c'est une différence fondamentale, même par rapport au peuple. Parce que je n'arrête pas maintenant, de plus en plus, tout le monde parle du RN comme fasciste. Je pense qu'on commet une grosse erreur, et notamment parce que le peuple, justement, chez les populistes, il est bon. Mussolini, d'un côté, trouve que le peuple est bon et se lamente en permanence de la médiocrité du peuple italien qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions. En permanence. Il a cette phrase extraordinaire qui est rapportée dans le journal de Ciano, auquel il dit en 1940, quand il déclare la guerre à la France et que les troupes italiennes essayent de franchir les Alpes, elles n'y sont pas passées, alors que le pays est en pleine débâcle. Et Mussolini dit, mais qu'est-ce qu'aurait fait Michel-Ange si, au lieu du marbre, il avait eu de l'argile? Et moi, j'ai un peuple fait d'argile. Magnifique illustration de ce que je veux dire. C'est-à-dire, ce peuple n'est pas à la hauteur de mes aspirations. Du côté de la France insoumise, ce n'est pas du tout la même chose. La nation est ouverte, ce qu'a dit encore Mélenchon dimanche, dans son discours de 3/4 d'heure à Saint-Denis.
où il dit elle est ouverte. Il y a plus d'un Français sur trois d'origine immigrée. Et donc la France, c'est la France, la nouvelle France, ce qu'il n'arrête pas de démontrer. Ce peuple, c'est ce peuple social, c'est ce peuple composé de la diversité. Donc c'est deux oppositions complètes. Mais je remarque, et ça conforte, je crois, ma thèse, c'est que justement aujourd'hui, ces deux formations polarisent complètement tout le champ magnétique de la politique française. C'est-à-dire qu'ils ont deux, là en ce moment, ce qui est en train de se mettre en place, c'est deux, comme aurait dit Pierre Nora, deux romans nationaux. Le roman national classique du populisme de droite et maintenant le roman national de Jean-Luc Mélenchon. Et les autres partis ne nous disent rien là-dessus. Donc, voilà ce que j'ai voulu expliquer dans cet ouvrage, c'est-à-dire cette importance du populisme en France. Et si c'est une importance, j'ai identifié les trois causes, mais je pense que ça renvoie à une question fondamentale. Il y en a plusieurs, mais je cite qu'une, là, pour rester un peu dans les temps. Non, je bon, vais passer un tout petit peu. Non, c'est pas grave. C'est que je pense que nous avons un problème particulier en France, ça renvoie un peu à Condorcet, c'est que nous avons un problème avec la représentation. Nous avons un problème avec la représentation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans nos démocraties contemporaines, on a une tension, alors c'est un mot que j'aime beaucoup, une tension, entre d'un côté la souveraineté populaire, bon, bien sûr, et de l'autre côté la représentation. C'est-à-dire que nous déléguons notre pouvoir tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 4 ans selon les pays, à un certain nombre de personnes. Or, en France, depuis Rousseau, ce n'est pas pour dire Rousseau est coupable, hein, mais notamment dans le contrat social. Mais il y a déjà cette idée qu'à partir du moment où vous donnez la représentation, vous perdez l'expression justement de la souveraineté populaire. Et je cite deux phrases de Robespierre qui ont beaucoup marqué des gens dans cet ouvrage au départ, où c'est exactement ça. À partir du moment où vous déléguez, vous allez vous dessaisir de la souveraineté populaire. Et ça traverse quasiment nos périodes depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Et Marcel Gauchet, lui, le résume d'une autre expression. Il dit lorsqu'il y a péril oligarchique, il y a péril populiste. C'est-à-dire quand, et notamment c'est une philosophe, enfin une théoricienne britannique qui malheureusement n'est pas traduite en France, qui s'appelle Margaret Canavan, qui l'a très bien illustré. Elle dit si ceux qui obtiennent la délégation de pouvoir ont cette forme de légitimité, oublient que justement la légitimité vient du peuple, eh bien, immédiatement, le populisme se développe. Et moi, je dis, en France, s'il y a la récurrence de ces phénomènes, ça ne veut pas dire que le populisme est là en permanence, mais il y a des moments populistes dans le passé, et donc depuis les années 80-90, ça s'inscrit dans la durée, c'est parce qu'il y a ces trois causalités et ce problème de fond de notre démocratie. C'est pour ça que ce livre, c'est un livre sur le populisme, mais qui, j'ai la prétention de penser, ou l'ambition de penser qu'il jette un autre éclairage sur notre histoire démocratique, parce qu'on ne le retrouve pas obligatoirement dans tous les pays. Et je termine par l'allusion à l'Europe. Alors effectivement, nous ne sommes pas une exception, comme vous le savez. Partout, partout en Europe, ces formations populistes, surtout celles de droite, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise en Europe est maintenant une exception, parce qu'il y avait Podemos, dont il s'est beaucoup inspiré au départ, mais qui connaît une crise très profonde. Il y avait le parti grec de Tsipras, qui était important et qui lui aussi est dans une situation très difficile. Et puis Mélenchon a rompu quand Tsipras a accepté la terrible cure d'austérité que lui a imposée l'Union européenne. Il a traité de tous les noms et de traite. On a une exception française. Nous avons une exception française avec cette double polarisation. Actuellement, je ne vois pas d'autre exemple, et dans notre histoire, et aujourd'hui en Europe. Mais nous avons des populistes de droite qui ont là aussi des points communs et des différences. Je vais vous faire plaisir, je vais vous dire un mot sur l'Italie. La différence, une des différences entre Giorgia Meloni et Marine Le Pen, outre qu'ils n'appartiennent pas au même parti au Parlement européen, et c'est plus important qu'on ne le croit, c'est que Giorgia Meloni, elle se réfère à un triptyque permanent qui est Dieu, famille, patrie. Et c'est la dimension à la fois chez elle. Bon, je ne développe pas plus que je répondrai à toutes vos questions sur Giorgia Meloni, mais c'est sa dimension nationale conservatrice et vous ne la retrouvez pas au Rassemblement national aujourd'hui. Pas du tout. Giorgia Meloni insiste sur elle est comme Viktor Orban. Elle s'est inspirée de Viktor Orban. C'est-à-dire l'Europe est en danger à cause des immigrés, à cause des musulmans. Et donc, il faut restaurer les valeurs. Quelles sont les valeurs fondamentales de l'Europe? C'est les valeurs chrétiennes et la défense de la famille traditionnelle. Dieu, famille, et puis bien sûr
la patrie et donc la nation. Du côté du RN, Marine Le Pen ne fait... Son père, oui, faisait allusion à Dieu parfois, à la religion. Marine Le Pen, non. Au contraire, elle se présente maintenant comme une laïque, comme une républicaine, voire comme une féministe. Si vous lisez son autobiographie, comme une femme moderne qui a divorcé très rapidement, qui a élevé ses enfants et qui dit dans sa biographie, moi je ne veux pas le retour au Moyen Âge avec les musulmans. Donc c'est très clair. C'est au nom officiellement des valeurs républicaines et laïques. Donc c'est un élément très important. Quant à la famille traditionnelle, eh ben, comme vous le savez, une partie du RN, a commencé par Marine Le Pen, n'est jamais allée aux manifestations sur le mariage contre le mariage pour tous, jamais. Et elle est allée à un point que jamais Viktor Orban n'aurait fait, et jamais Giorgia Meloni le fera, à voter l'interruption volontaire de grossesse comme garantie constitutionnelle. Une partie du RN a voté cela à l'Assemblée nationale. Donc attention, là aussi, pas d'amalgame au niveau européen. Il y a une dynamique, il y a des points communs, mais il y a des éléments aussi de grande différence. J'ai débordé un petit peu, je m'arrête. C'est très bien. Écoutez. Merci beaucoup pour cet exposé très riche. Bon, si vous voulez, le problème, c'est que si on dit à nos intervenants, vous avez 20-30 minutes, ils en prennent 35. Si on leur dit, vous en avez 40, ils prennent 1 heure. Donc, en général, on compacte un petit peu, mais c'est pas grave. Et maintenant, ben, la parole est à vous. Et... Oui. J'aimerais avoir une lumière sur 2 sujets. Le premier, c'est le vision du populisme à travers le mouvement des Gilets jaunes, une sorte d'émanation endogène du populisme par le peuple lui-même et qui a eu aucune reprise de la classe politique à ce moment-là et qui n'a pas réussi à se emparer à ce moment-là, compris M. Léon Cheval. Et le second, c'est est-ce que, quelque part, la stratégie populiste se suffit à elle-même? On parlait d'Italie, je pense au mouvement Cinque Stelle qui est arrivé très vite et puis quelque part dans des liquidations possibles. Est-ce que le populisme a besoin justement d'avoir quelque part ces auteurs, ces grandes philosophies à s'adosser pour pouvoir exister sur la vie? Question par question. Oui, d'accord. Gilets jaunes, j'y consacre un chapitre que j'ai qualifié de populisme sociétal. C'est-à-dire que, attention, les Gilets jaunes, c'est un grand mouvement social, et je crois qu'on n'a pas mesuré l'ampleur de ce mouvement, le soutien très important qu'il a eu pendant très longtemps. On a beaucoup d'enquêtes de gens qui ne participaient pas aux manifestations, mais qui se disaient Gilets jaunes, et ça a duré très très longtemps. C'est un grand mouvement social inférieur à d'autres mouvements sociaux qui ont existé dans le passé, 1936, 1968, même 1995, mais qui a touché des catégories bien précises, issues des zones rurales, des petites et moyennes villes, de populations travaillant. Très peu de chômeurs manifestement ont participé à cela, très peu de banlieues aussi. On a beaucoup de travaux excellents qui ont été faits, pas simplement par des enquêtes d'opinion qui obligatoirement se faisaient non pas sur ces gilets jaunes, mais justement sur l'ensemble des Français. Mais on a, j'ai beaucoup utilisé, il y a une énorme production de sociologues qui ont fait des travaux et qui continuent de le faire, notamment sur les cahiers de doléances. Donc ça a été un grand mouvement social, parti, comme très souvent, comme Poujade, comme d'autres expériences, d'une révolte fiscale, notamment sur les taxes sur le diesel, et qui a très rapide, très hétérogène, et qui a essayé de donner une homogénéité. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi j'ai appelé ça populisme sociétal, parce qu'il y a un mot d'ordre. Moi, je suis allé à des manifestations des Gilets jaunes, et puis surtout, j'ai analysé leur gilet. Et il y a une expression qui sortait, c'est « nous sommes le peuple ». Et ça m'a beaucoup intéressé, nous sommes le peuple. Et donc, j'ai fait toute une étude sur les Gilets jaunes à partir il y a un site qui a été créé par les Gilets jaunes, où les figures sont anonymisées, donc vous ne voyez pas qui est porté, mais vous pouvez lire tout ce qui a été écrit. Donc je fais une assez longue analyse de ce qui a été écrit, et donc là c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment nous sommes le peuple, et il y a une minorité, il y a des élites, il y a la détestation, la haine de Macron et de Brigitte Macron, avec parfois des propos orduriers sur le couple présidentiel, ordurier, il n'y a pas d'autre mot, et en même temps toute une mythologie, alors moi qui m'a fasciné comme historien, de la Révolution française.
avec des références à 1789, au 14 juillet, à l'abolition des privilèges, et puis dans la symbolique, le bonnet phrygien, les petites mini-guillotines. Bon, voilà. Donc c'était vraiment tout à fait intéressant. Alors ce populisme, la grande particularité, c'est la différence avec les populismes politiques, expression de mouvements ou de partis, c'est qu'il n'y avait pas de leader. Il n'y avait pas de leader. Et ceux qui éventuellement essayaient d'émerger comme leaders étaient immédiatement rejetés et parfois violemment. Mais en même temps, ce qui, pardon, ce qui m'a intéressé, oula, pardon, ce qui m'a intéressé, c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a. Vous savez qu'à l'origine, Condorcet avait proposé ça. Très intéressant de savoir s'il y avait une lecture, si ça venait de Condorcet. Non, mais je ne sais pas. De même que nous sommes le peuple. Parce que je ne sais pas si ça vient de la Constitution américaine ou si c'est une référence au mouvement en Allemagne de l'Est qui était « Nous sommes le peuple », même si ce n'est pas exactement la traduction littérale de l'allemand, m'ont expliqué mes collègues germanistes. Toujours est-il que le référendum d'initiative citoyenne s'est imposé comme une sorte de slogan unificateur et comme une clé pour tout. Et donc, je pense que ce mouvement n'a pas eu de débouché politique. Dans les enquêtes qu'on a, les gens qui se disaient gilets jaunes, en général, s'abstenaient. Et quand ils votaient plus pour le RN et ensuite pour la France insoumise. On sait qu'il y a eu des tentatives d'infiltration de mouvements politiques qui ont été rejetées par les gilets jaunes. Mais moi, je pense que ce mouvement laissera une trace notamment dans les élections de 2027. Et voilà, parce qu'un tel mouvement, évidemment, il a été, j'allais dire, il n'a pas eu de débouché politique immédiat. Un certain nombre de gilets jaunes ont essayé de se présenter à des élections locales et ça a été un désastre, même aux élections européennes. Mais je pense que ce qui est resté dans l'opinion est vraiment, enfin, une grande partie de l'opinion est très très fort et très très important. Alors le mouvement 5 étoiles, c'est dans mes catégories, ça correspond au populisme intégral parce qu'il coche toutes les cases. Inventé par un homme de théâtre, enfin d'abord un homme de télévision, Beppe Grillo, puis ça lui a échappé, contre tous les partis, pas d'idéologie, un mélange de gauche, droite, écologie, très anti-immigré par exemple, très anti-immigré, contrairement à ce qu'on pense en France. Ça n'a rien à voir avec la France insoumise, hein. Beaucoup de journalistes disent que c'est la même chose, donc ça n'a rien à voir. Et c'est un mouvement qui était justement dans une stratégie de rupture, de style complètement différent. C'était aussi l'expression d'une forme de culture du bas contre la culture du haut. Ça coche toutes mes cases. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont explosé. Ils ont explosé entre une composante. Alors en Italie, il y a une très belle expression qu'on appelle movimentista, celle qui reste dans le mouvement et qui voulait garder sa pureté, et ceux qui sont métamorphosés en disant « Ah ouais, ben, c'était plus compliqué qu'on ne le pensait ». Et alors l'exemple extraordinaire, c'est Luigi Di Maio, un des dirigeants du mouvement 5 étoiles, un homme qui était stadier à Naples, stadier, pas d'études supérieures, qui est arrivé, qui a été nommé vice-président du Conseil, ministre aussi du Travail, qui est venu en France pendant la crise des Gilets jaunes, ce qui a déclenché la crise diplomatique entre la France et l'Italie, puisque le président Macron a rappelé notre ambassadeur. Ça ne s'était pas fait depuis 1940, hein, depuis la déclaration de guerre. Il y a eu un très grand moment. Il était venu en France sans avertir les autorités françaises alors qu'il était vice-président du Conseil, sans avertir sa propre ambassade d'Italie, donc ça avait créé un pataquès. C'est lui qui avait proclamé du haut du siège du Premier ministre, avec une réforme qu'ils avaient faite, le revenu de citoyenneté, il avait hurlé « Nous avons aboli la pauvreté ce soir ». Bon, il y a plus de 6 millions de pauvres aujourd'hui en Italie. Cet homme qui paraissait très sommaire a commencé à se métamorphoser complètement par opportunisme, par transformation complète, j'en sais rien. Il est devenu ministre des Affaires étrangères, il a appris l'anglais. Tous les diplomates que j'ai rencontrés ont dit que cet homme est devenu un très grand ministre et il travaille aujourd'hui pour les Nations Unies. Donc c'est une transformation complète. Vous pouvez penser que c'est par opportunisme ou par cette métamorphose du fait de l'expérience du pouvoir. Je termine juste parce que vous avez dit le populisme ne se réfère pas, comme je l'ai dit, à des grands auteurs, et c'est effectivement le cas du mouvement 5 étoiles. Alors attention, dans le livre, il y a 2 exceptions. Il y a une exception à gauche et une exception à droite. Il y a une exception à gauche
qui est Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. C'est-à-dire, Ernesto Laclau, c'est un philosophe argentin qui a été un des premiers théoriciens du populisme de gauche, et il est décédé maintenant, et sa compagne Chantal Mouffe est une philosophe belge qui continue d'écrire, et Jean-Luc Mélenchon les a rencontrés, si je me souviens bien, en 2019, j'ai une hésitation tout à coup sur la date, non, même un peu avant, à Buenos Aires, il a été très intéressé, il a commencé à lire les livres de Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe, et s'est nourri de cela. C'est le moment où il va basculer, c'est ça, c'est 2017, après la campagne j'ai tout à coup un moment d'hésitation, après la campagne de 2012, pardon, il dit, je me suis trompé, le clivage gauche-droite, c'est fini, ce qui compte, c'est le peuple contre les élites. Et là, d'ailleurs, symboliquement, il dit, je ne veux plus qu'on chante l'international dans les meetings, je ne veux plus de drapeau rouge, ce sera le drapeau français, ce qui était encore le cas dimanche à Saint-Denis, il n'y avait pas un drapeau rouge, il y avait le drapeau palestinien, le drapeau de la France et le drapeau de la France insoumise. Et donc, il change complètement et il va se nourrir, et je pense que Mélenchon, aujourd'hui, est un de ceux qui théorisent véritablement tout cela. Et vraiment, on me dit que je deviens fasciné par Jean-Luc Mélenchon, mais à force de lire, de l'écouter, c'est un homme qui, je pense, d'abord essaye de transmettre son expérience aux jeunes générations. Il a quand même 75 ans cette année et il sait qu'il va y avoir un problème de succession après. Donc tout ce qu'il fait, si vous regardez sur YouTube, il fait des grandes déclarations, il explique, si vous écoutez son discours de Saint-Denis dimanche, ça commence par toute une évocation historique, de toute une réflexion quasiment anthropologique sur le capitalisme qui s'effondre, sur la transformation écologique du monde. Enfin, il y a vraiment, c'est assez rare hein, chez les hommes politiques d'avoir cette ambition intellectuelle. Donc, il se pose comme essayant de donner un sens à ce populisme de gauche traversé par cette tension entre la référence au peuple et le positionnement à gauche. Et à droite, c'est Viktor Orban. Viktor Orban a été un des premiers, l'ex-premier ministre hongrois, à théoriser justement cela, et notamment à théoriser en plus non seulement un positionnement populiste, mais la notion de démocratie illibérale. Vous avez invité Pierre Rosanvallon. Pierre Rosanvallon a été le premier à forger cette expression pour le Second Empire. Et depuis, elle s'est répandue dans le monde. Et la démocratie libérale, c'est cette idée, on respecte le vote. D'ailleurs, il a respecté sa défaite, incontestablement. Il faut dire qu'elle était tellement ample qu'il aurait eu du mal à faire comme Donald Trump. Il l'a respecté, mais une fois que vous avez gagné, c'est ce que Tocqueville appelait dans de la démocratie en Amérique, de la tyrannie de la majorité. J'ai gagné et je suis une incarnation du peuple, et donc tous les contre-pouvoirs, soit sont sous contrôle, soit on les réduit au strict minimum. Et Orban a théorisé ça, plus c'est lui qui a théorisé l'Europe s'effondre parce qu'elle a renoncé à ses valeurs traditionnelles. Et effectivement, Orban, c'est très important, hein, même s'il a été battu maintenant, mais pendant 12 ans, il a gouverné ce petit pays, la Hongrie, mais je suis désolé pour ceux qui sont d'origine hongroise, hein, mais c'est un petit pays, bon, et il a inspiré tout ce qui est Heritage Foundation, c'est-à-dire tout le think tank qui a nourri l'argumentaire de Donald Trump pour son deuxième mandat. Le pays modèle, c'était ce qui se passait en Hongrie. Donc l'influence de Orban a été très importante. Elle est très importante sur Mélanie, elle est moins importante en France, hein, moins importante, mais aux États-Unis et ailleurs. Donc il y a des tentatives aujourd'hui, si j'ose dire, de donner une sorte de colonne vertébrale à ce populisme. Oui, Alain. Oui. Puisqu'on parle de l'Italie, je pense que sans doute Gramsci pourrait être considéré comme un populiste dans la mesure où il insiste sur la lutte culturelle comme un moyen d'arriver au pouvoir. Et peut-être que ces idées vont peut-être choquer, mais moi, la seule chose qui me gêne chez Gramsci, il y a tout un cours qui a été présenté à la Sorbonne sur Gramsci par un Italien qui connaît la question. Mais voilà, ce qui me gêne, c'est que le Front National, le Rassemblement National, ne appréhender les idées de Gramsci à travers la lutte culturelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, mais vous avez raison, ça a commencé en fait dès les années 80 en France avec la Nouvelle Droite et la revue Éléments. C'est eux qui, les premiers, ont commencé à instrumentaliser Gramsci en réduisant
ce que dit Gramsci à cette notion de la conquête de l'hégémonie culturelle pour gagner le pouvoir. Alors, ils en ont fait une interprétation que les spécialistes de Gramsci, dont je ne suis pas, ont contesté, mais les premiers, c'est la revue Éléments, et c'est ce qu'on appelait la nouvelle droite. Vous avez raison, Gramsci est un des auteurs de référence du populisme de droite dans toute l'Europe. Giorgia Meloni aussi cite Gramsci. Les intellectuels proches du Rassemblement national citent Gramsci. Même Nicolas Sarkozy, quand il a gagné l'élection présidentielle, le Figaro Magazine lui fait une grande interview et il dit j'ai gagné parce que j'ai lu Gramsci. Et il fallait gagner. On peut en douter un tout petit peu, mais et donc il y a une instrumentalisation. Alors c'est un autre débat de savoir si on peut qualifier de Gramsci de populiste. En fait, la dimension, ce qu'avait théorisé Gramsci, c'est la notion de national populaire, justement. C'est-à-dire, c'était l'idée que dans la société, enfin, si je me lance là-dedans, on va s'écarter un peu trop, hein, mais dans la société italienne, il y avait justement une domination des classes dominantes et qu'il fallait réussir à justement armer par l'intermédiaire de ce qu'il appelle le prince moderne, c'est-à-dire le Parti communiste italien, le prolétariat et les catégories populaires. Et pour cela, il fallait s'approprier à la fois la culture populaire dans une dimension nationale. Mais attention, il écrit dans les années 20, c'est-à-dire que l'Italie est à peine unifiée, et donc il faut justement essayer de renforcer cette unité italienne. Le point de contestation, un des points de contestation qu'on peut avoir avec Gramsci, par ailleurs c'est un immense intellectuel, hein, plus la vie tragique de Gramsci, qui va mourir, qui va faire plusieurs années de prison. Le juge qui le condamne dit quand même cette phrase célèbre, il faut que ce cerveau arrête de travailler et arrête de fonctionner. Donc il a des conditions de détention extraordinairement dures. Il mourra 2 ans après avoir été en semi-liberté en Italie. Mais au-delà de sa vie tragique, c'est la question de l'hégémonie. Parce que justement, Gramsci a beaucoup de mal, enfin, n'arrive pas à penser la démocratie, c'est-à-dire le fait qu'en démocratie, c'est la conflictualité, c'est la reconnaissance de la diversité. Ça, non, pour lui, ça n'existe pas parce qu'il est, en tant que marxiste, critique de la démocratie représentative et libérale, incontestablement. Le premier qui l'a véritablement attaqué là-dessus est le grand penseur italien, libéral et socialiste, qui s'appelait Norberto Bobbio, qui a écrit ce petit livre qui a eu un gros succès international sur la droite et la gauche, dans lequel il explique que philosophiquement, l'opposition entre gauche et droite, c'est la question de l'égalité. L'homme de droite ou la personne de droite, c'est celle qui considère que bien sûr il y a des inégalités, mais qu'il n'y a rien à faire, chacun peut s'en sortir, tandis que celui de gauche ou celle de gauche considère qu'il y a des inégalités, donc il doit y avoir une action publique pour essayer de réduire cette inégalité. Donc Bobbio avait fait cette théorie. Je résume très simplement, un petit ouvrage, mais très percutant, dont je vous recommande la lecture. Petite remarque en passant, je crois qu'il est intéressant de voir, Alain Cohen parlait de Gramsci et de l'hégémonisme, mais ce qui est intéressant, c'est de voir combien l'extrême droite, aujourd'hui, récupère des notions de gauche. Je pense un des mouvements pro-RN que je qualifierais de quasiment fasciste s'appelle Droit et Liberté en France. C'est pas vraiment ce qu'on peut considérer leur appartenir vraiment. Ils s'appellent Droit et Liberté, ils vont cogner les gens dans les manifs. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire cette inversion des valeurs. Et là, vous pourriez prendre l'exemple, excusez-moi de vous couper, de la laïcité de la République. La laïcité de la République. Et autre chose aussi, enfin, deux questions peut-être. J'aimerais vous dire pourquoi l'amour du peuple. Ça, pourquoi vous avez choisi ce terme qui est fort. Et une petite incise aussi, c'est que vous avez parlé de Poujade. Moi, je l'ai connu quand il était au 5e arrondissement et que Le Pen était jeune député. J'étais pas grand, mais je les ai vus. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a été effectivement droite, extrême droite, mais il a fini à gauche. Ouais. Vous en souvenez-vous? Mitterrand. Et mitterrandien. Et moi, je me souviens l'avoir revu à ce moment-là. Il défendait des valeurs de gauche. C'était étonnant, cette transformation dont vous avez parlé pour d'autres personnes. Moi, je l'ai vu et entendu.
j'ai écouté sa sincérité à la fin de sa vie. C'était étonnant. Alors que je l'avais connu quand j'étais enfant, complètement illuminé. Donc, sur les transformations et sur les inversions de pensée qui peuvent toucher des individus, mais qui peuvent toucher des groupes sociaux. On parlait des Gilets jaunes. Non, vous avez raison. Alors, sur le premier point, l'amour du peuple, ce qui m'avait frappé en faisant ce travail, c'est que justement tous ces leaders, tous ces mouvements populistes érigeaient le peuple comme une valeur suprême et déclaraient justement leur amour du peuple. Nous aimons le peuple, nous sommes le peuple, nous incarnons le peuple. Un élément très intéressant sur lequel j'insiste dans le livre, c'est qu'un des grands argumentaires historiques et encore plus aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas, nous, les populistes, nous n'avons pas peur du peuple. Et alors ça m'a beaucoup intéressé parce que je pense qu'effectivement, surtout en France, et effectivement, historiquement, une partie des élites ont peur du peuple. Et encore plus aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes le pays, là encore Mélenchon le disait dimanche, nous sommes le pays, disait-il, des 5 révolutions. Nous sommes le pays des révolutions. Les élites françaises ont tout. Et un de mes maîtres, Jacques Julliard, l'a écrit souvent. C'est-à-dire qu'on a des élites qui ont une crainte du peuple, une crainte des furies populaires. Le peuple est difficilement contrôlable. On a peur de ce peuple qui tout à coup peut émerger, jusqu'aux Gilets jaunes, justement. Et historiquement, c'est très fort, cette crainte. C'est très fort aussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et on a trop oublié cet élément. On a beaucoup d'historiens qui travaillent d'une manière comparative là-dessus. Au moment d'après 1945, c'est-à-dire ce grand moment où justement avec les résistances, il y a ce mouvement de fraternité, de volonté de construire des sociétés nouvelles, les jours heureux, etc. Et en même temps, du côté des élites qui vont écrire la constitution de la 4e République, qui vont écrire la constitution de la République italienne, à peu près à la même époque, il y a une grande inquiétude. On l'a trop oublié. Attention, le peuple a soutenu Mussolini et Hitler. Attention, le peuple a soutenu Hitler. Le peuple a soutenu Mussolini. Et donc, bien sûr, il faut le suffrage universel. Enfin, on va le donner aux femmes. En France et en Italie, quasiment à la même année. Et donc, c'est une grande extension du suffrage universel. Bien sûr, on va affirmer la souveraineté du peuple. Mais en même temps, on va essayer de trouver des formes d'équilibre avec des contre-pouvoirs pour éviter les errances du peuple. Et aujourd'hui, quand vous réfléchissez, combien de fois, en fait, on n'arrive pas à moderniser cette société, nous disent beaucoup des élites. Comment faire avec ce peuple qui refuse la réforme des retraites? Et puis en France, 2005, le référendum sur la Constitution européenne, c'est le tournant, c'est le grand tournant 2005. Il faut le dire, on l'a tous vécu. Il y a des plus jeunes ici, mais tous ceux qui sont un peu plus âgés, beaucoup plus âgés, s'en souviennent. 2005, il faut le reconnaître, la majorité des partis, il y avait bien sûr quelques partis, Pasqua pardon, Fabius. J'allais dire Laurent Fabius qui fait exploser, enfin, pas exploser le Parti socialiste, mais qui rompt l'unité du Parti socialiste pour des petits calculs de présidentiables, d'après moi, ça n'engage que moi, peu importe, la majorité des partis, la majorité des médias, François Hollande et Nicolas Sarkozy qui s'affichent en une de Paris Match pour dire il faut voter pour la Constitution, et elle est rejetée. Et donc à partir de ce moment-là, d'ailleurs c'est très intéressant, plus personne ne va utiliser l'arme du référendum. Plus personne. Chirac ne démissionne pas, il ne fait pas comme De Gaulle en 1969. Il y a un malaise profond. Et donc, oui, il y a une défiance. Oui, il y a une inquiétude encore plus maintenant. Ce peuple est incontrôlable. Nous, les élites, on sait qu'il faut faire un certain nombre de choses. Je suis un peu provocateur, hein, sur la dette publique, sur la réforme des retraites, etc. Mais comment expliquer ça au peuple, avec ce peuple, ces Gaulois qui sont prêts à se révolter tout le temps? Donc, je pense que cet élément, nous sommes le peuple, nous incarnons le peuple, parce que c'est ce que disent, hein, quand vous lisez tous ces textes, c'est ça, c'est les leaders expliquent qu'ils sont le peuple, ils sont le peuple. Le Pen, le peuple. Ça, c'était le slogan de Jean-Marie Le Pen, très important, et Marine Le Pen l'a repris avec ses affiches qui sont les plus populaires au sein du Rassemblement national, où on voit le chef en train de parler devant une foule. Une foule. Vous avez évoqué la notion de foule. Donc, c'est très, très fort. Donc, effectivement, cet amour du peuple, c'est ça qui m'a frappé. Et puis, c'est un bon titre. Oui, voilà. un joli titre. Voilà. Ça a plu à Gallimard. Voilà. Alors, oui, vous avez raison. Oui, il y a un certain nombre.
il y a un certain nombre d'éléments clés, de notions qui sont reprises par ces formations aujourd'hui. Vous avez évoqué droit et liberté, encore une fois, laïcité, république, c'est nous maintenant les vrais défenseurs de la laïcité, etc. Il y a des renversements de valeurs comme ça. Mais en même temps, il y a des choses très habiles qui ont été faites par ces formations. Je prends l'exemple du Front National, pas avant Rassemblement National. Un petit rappel historique. Années 70, le Parti communiste français est encore très puissant. C'est le premier parti de gauche jusqu'en 1978. La bascule, le Parti socialiste, pour la première fois, dépasse aux élections législatives de 1978 le Parti communiste français. 1981, Georges Marchais fait 15%. Fabien Roussel en rêverait aujourd'hui, mais 15%, c'est le traumatisme. Le traumatisme. Marchais, pendant plusieurs jours, n'arrive pas à arriver place du colonel Fabien. Il s'attendait, il avait fait une campagne formidable, les foules étaient rassemblées, il pensait qu'il allait faire un grand score, il est battu. Mais années 70, c'est le début de la grande restructuration de la métallurgie et de la sidérurgie en France. Et Georges Marchais fait toute une campagne, et le Parti communiste, sur produire français. Des affiches partout, produisons français. Qu'est-ce que fait le Front National? Produisons français avec des Français. Et produisons français avec des Français. Et donc, c'est la dénonciation de l'immigration. Et donc, c'est très habile. On reprend, nous aussi, la défense des industries françaises, mais on ajoute un élément, c'est contre l'immigration. Et c'est une campagne qui a eu un effet considérable dans les régions, justement, de la Lorraine et du nord de la France. Donc, effectivement, ces glissements sémantiques, cette manière d'utiliser un certain nombre de notions, vous avez raison, et je pense que ça montre aussi la difficulté des adversaires de ces formations. Alors, Eda, vas-y. Non, mais j'avais deux questions. Alors, vous disiez, et je comprends bien qu'en France, il y a une tension entre représentation et donc peuple qui s'exprimerait plus directement. Et est-ce qu'il y a des pays où, en fait, le populisme, on est vacciné contre le populisme parce qu'ils ont trouvé la solution pour réconcilier représentation et adhésion du peuple? Et d'autre part, qui est peut-être frappant dans le populisme aussi, c'est que ça fait appel aux affects, à tout ce qui est émotion, palais de roman. Et dans une époque très médiatisée, où l'émotion prend le pas et où les grandes idéologies sont très vaillantes, est-ce que ça joue pour ce développement du populisme? Alors, sur le premier point, enfin, jusqu'à une période récente, oui, il y avait des pays, entre guillemets, immunisés, jusqu'à une période récente. La Suède, l'Allemagne, vous aviez une alternance entre la CDU, CSU d'un côté et le SPD de l'autre. Le SPD qui est le plus grand parti de la social-démocratie européenne. La Grande-Bretagne, y compris renforcée par le mode de scrutin majoritaire à un tour, donc qui a empêché, même s'il y a une tradition d'extrême droite qu'on connaît mal en France, mais il y a une tradition d'extrême droite au Royaume-Uni. Donc on avait des pays où jusqu'ici il n'y avait pas cette récurrence comme en France. Donc je pense qu'il y a un problème en France. Il y a un autre pays, il faut reconnaître, c'est l'Italie, où il y avait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un mouvement qui s'appelait l'homme quelconque, l'uomo qualunque, où il y a eu, après Silvio Berlusconi, dans les années 90, qui est une première grande expérience de populisme. Mais je pense, je serais peut-être démenti. Alors attention, il y a deux pays qui ont inventé le populisme. Les Russes, à la fin du 19e siècle, parce que le populisme, juste une toute petite, une petite histoire. Un des grands historiens, Lucien Febvre, disait « Toute histoire doit commencer par l'histoire d'un mot ». La notion de populisme vient de la Russie. Au XIXe siècle, les intellectuels russes, les narodniki, c'est-à-dire ceux qui allaient vers le peuple parce qu'ils pensaient que contre l'aristocratie tsariste et l'autocratie tsariste, le peuple, le moujik, avaient été les vrais possesseurs de vérité. Ils ne sont pas très bien fait accueillir quand ils sont allés chez les moujiks. Un peu comme, j'en parle d'ailleurs, les Mao des années 60, la cause du peuple, etc., vont aller aussi vers le peuple et vont faire l'éloge du peuple, vont expliquer qu'ils sont le peuple et ils vont aller vers le peuple, un peu comme les populistes russes. Puis l'autre grande, il y a trois expériences historiques du populisme. Le populisme américain, qui lui est de facture plus de gauche, qui a donné naissance historiquement au Parti démocrate ensuite, et qui est une dénonciation du pouvoir central de Washington et des grands trusts. Et puis il y a le populisme latino-américain.
le continent populiste, c'est le continent latino-américain. C'est le général Vargas au Brésil, c'est Perón en Argentine. Et d'ailleurs, dans le livre de Pierre Rosanvallon, Le siècle des populismes, il en fait une synthèse. Il n'en est pas spécialiste, mais il en a fait une bonne synthèse. Ça, c'est les grandes expériences. Mais en Europe, je crois que c'est vraiment, on a un cas, une particularité française. Alors, vous avez tout à fait raison. Dans toute expérience du populisme, depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, l'émotion, la peur, la colère, l'espoir sont présents dans toute la communication, comme on dit de nos jours, populiste. Le général Boulanger fait un voyage aux États-Unis et découvre les premières grandes campagnes présidentielles. Et quand il va se lancer en politique, notamment avec un de ses proches, il va introduire des méthodes qu'il avait aux États-Unis. Alors nous sommes, attention, sous la Troisième République, on sort du Second Empire, donc toute l'histoire de la Troisième République, c'est pas d'expérience personnelle. Donc Boulanger rompt ce tabou. Mais il y a des chansons, il y a ce qu'on appellerait des pins. Ici, dans Paris, le général Boulanger, mais c'est des milliers de gens qui chantent l'éloge du général Boulanger. C'est une formidable opération de communication et qui joue justement avec cet instrument que j'ai identifié comme un instrument qu'on trouve dans tout le populisme, le ballet. Le ballet, c'est aujourd'hui la tronçonneuse chez Javier Milei, mais c'est le ballet. Le ballet, on va nettoyer les écuries d'Augias. C'est présent chez Boulanger, c'est présent chez Poujade, c'est présent chez Mélenchon, c'est présent chez Le Pen. Le ballet, c'est très, très fort parce que ça exprime quelque chose que les gens comprennent tout de suite. Vous mettez le balai, hop, on va les balayer. C'est le dégagisme, si vous voulez. Oui, les émotions, c'est très important. Et dans les meetings, dans la communication, verser des larmes, jouer sur ces sentiments, la colère, parfois la haine, la détestation, faire siffler, faire huer, se faire applaudir, c'est très important. Et c'est un élément fondamental, justement, qui s'oppose au langage parfois plus policé, plus technocratique, parfois pas très compréhensible des responsables politiques. Il faut parler simple, il faut parler peuple. Alors là aussi, toujours avec des nuances. Jean-Marie Le Pen était capable de faire la vulgarité, les fameux calembours antisémites, et aussi de manier l'imparfait du subjonctif. Aujourd'hui, le Rassemblement national fait attention aux mots qu'il utilise. Jean-Luc Mélenchon peut combiner les deux aussi, peut être parfois dans la trivialité et parfois au contraire dans un discours particulièrement élaboré. Donc il y a tout un jeu là très important, mais l'élément dont je n'ai pas encore parlé, et je le reconnais parce que c'est une critique qui m'a été faite et elle est tout à fait justifiée, s'il y a une autre édition peut-être en poche l'année prochaine, je le modifierai, c'est les réseaux sociaux. Alors ça, c'est toujours les populistes ont trouvé les moyens les plus modernes d'expression, partout, à chaque expérience historique. Ils ont un peu révolutionné la communication, mais aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et c'est, je disais, démagogie et simplice. Évidemment, sans un tweet, enfin maintenant un X, ça amplifie tout de suite la réactivité, l'immédiateté. Il y a un drame qui se passe, comme on a assisté actuellement, l'horreur de cette pauvre gamine qui a été assassinée, immédiatement sur les réseaux sociaux, ça se démultiplie. Et Darmanin démission, il faut renforcer les procédures judiciaires. Et d'ailleurs, les autres politiques immédiatement enchaînent. Donc, l'émotion, elle est présente dans toute expérience de populisme. Ça, c'est vraiment très fort. Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Toute la panoplie des sentiments est mobilisée par les leaders populistes ou par les populistes et surtout par le leader. Vraiment, le leader, c'est très important. Très important. Poujade, quand vous lisez enfin, je donne des extraits, même des gens qui connaissaient Poujadi se rappelaient, n'avaient pas souvenir de la violence, excusez-moi des mots que j'ai employés parce qu'aujourd'hui c'est inconcevable, tous ces politiques, c'est des pédérastes, la dimension du machisme chez certains leaders est très souvent développée, mais d'une violence incroyable et qui a été plébiscitée par les troupes poujadistes. Donc oui, c'est important et en plus les réseaux sociaux, ça démultiplie, au point d'ailleurs qu'on se demande comment on peut refaire de la politique, j'allais dire, correctement. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de rentrer dans la complexité d'expliquer que sur l'immigration, quel est le programme de RN aujourd'hui sur l'immigration? Un référendum. On va régler la question par un référendum. Bon. Sur quoi? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a besoin de main-d'œuvre ou pas? Quel type de main-d'œuvre?
quel type d'intégration? Enfin, c'est des questions très complexes. Mais là, la simplification, elle est immédiate. Et, et c'est la même chose sur d'autres propositions qui sont très différentes, encore une fois, de la France insoumise. La France insoumise, par exemple, est lui aussi pour la pratique du référendum révocatoire ou du mandat impératif, ce qui est problématique. Et ça, par exemple, moi j'ai beaucoup de difficultés, peut-être que vous ne serez pas d'accord d'ailleurs, parce que ça suppose un effort. Euh, et je prends toujours cet exemple, parce que ça plaît beaucoup. On se dit, bah oui, on élit quelqu'un sur un programme, mais il doit l'appliquer. Hein, et s'il ne l'applique pas, c'est un traître, c'est un salaud, donc on va le révoquer. Et moi, je prends l'exemple, je prends toujours deux exemples. L'IVG, à l'époque de Simone Veil, et le mariage pour tous. Disons, prenons le mariage pour tous. Vous avez des députés qui ont été élus en disant c'est inacceptable pour des raisons de conviction religieuse. Et donc, je vous avertis, si la gauche propose ça, je m'y opposerai. Puis il y a un débat parlementaire. Il y a des gens qui interviennent, il y a un débat public. Et vous avez des gens, par opportunisme peut-être, mais tout simplement aussi parce que c'est ça la démocratie, qui changent d'avis et qui vont dire, ben ouais, je comprends, j'ai reçu un couple d'homosexuels, j'ai compris, j'avais pas aidé. Plusieurs députés ont fait part de ça. Alors il faut le révoquer ou est-ce qu'il ne faut pas qu'il se représente devant ses électeurs à la fin et il s'expliquera, il dira pourquoi il a changé. Ça peut être encore une fois par opportunisme parce qu'il voit que les sondages ont changé, que les Français maintenant, plus personne ne reviendra là-dessus. Normalement, plus personne ne reviendra là-dessus. Et les Français ont adopté ça. Ce n'est pas vrai dans tous les pays. Et donc, ce député, moi, je veux bien lui donner crédit de sa sincérité. Peut-être qu'il est opportuniste, que justement, il a lu les sondages et qu'il se dit qu'il vaut mieux changer tout de suite. Mais toujours est-il que c'est précisément ça, la délibération. C'est précisément ça. Nous sommes dans une assemblée, on commence avec des opinions différentes et peut-être que vous allez évoluer, que vous allez reconnaître quelque chose. Peut-être que vous abstiendrez juste, alors que vous aviez dit que vous voteriez contre. Voilà. Et ça, justement, c'est la complexité de la politique et c'est de plus en plus difficile à la faire vivre et à la faire comprendre. Pardon, j'étais un peu long. C'est passionnant. Si j'osais, j'aimerais vous demander comment vous caractériseriez ce qui se passe aux États-Unis actuellement et avec ce président si singulier qu'on a du mal à cerner. Alors, merci pour cette question. Je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, mais il y a un grand débat que je suis aux États-Unis parce qu'il y a un débat pour savoir si c'est du fascisme. Et c'est un débat qui a été alimenté par des journalistes et par des historiens et des politistes, des politologues. L'une des figures les plus impressionnantes, c'est Robert Paxton comme historien. Robert Paxton, c'est cet historien qui, le premier, a fait les premiers grands ouvrages sur Vichy, qui a changé complètement notre perception de Vichy. Et lors du premier mandat, il avait été interrogé, d'ailleurs par la presse française, et il avait dit non, ce n'est pas du fascisme. Et puis, après l'assaut du Capitole, il a changé complètement en disant Trump, c'est du fascisme. Moi, je suis très gêné par ça. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste des États-Unis. Je suis très gêné parce que pour moi, le fascisme, c'est un État fort. Alors, Trump, c'est un État fort sur le régalien, sur la lutte contre l'immigration, sur la sécurité. Mais sur le plan économique, non. Il s'enrichit, c'est une kleptocratie, mais c'est l'illibéralisme. Il prévoit quand même éventuellement que l'État américain pourrait prendre des parts dans les grandes sociétés d'IA et des choses comme ça. Certes, mais globalement, il ne fait pas comme Mussolini. Non. Bon. Deuxièmement, il y a encore des juges et un pouvoir judiciaire et qui le contestent. Il y a une presse d'opposition, le New York Times, qui n'a jamais eu autant d'abonnés. Il y a des chaînes de télévision opposées. Et puis, la dimension du fascisme, historiquement, c'est l'idée de transformer l'être humain, d'inventer une nouvelle espèce. C'est ça qui relève du fascisme de la catégorie du totalitarisme. Et par conséquent, pour moi, Trump, c'est très dangereux, c'est un grand danger, c'est un grand danger pour aller vers une démocratie illibérale, justement. Je ne sais pas comment il se comportera pour le mid-term. On peut très bien imaginer qu'il ne fasse pas les élections au prétexte qu'il y a un danger
pour la sécurité nationale. Il pourra contester, d'ailleurs il commence à le faire à l'avance, les résultats électoraux comme il avait fait, donc il y a un grand danger. Mais pour moi, ce n'est pas le fascisme, mais c'est un vrai débat. Et mon argument suprême, c'est de dire, OK, si vous expliquez qu'aujourd'hui, Trump, c'est le fascisme, comment vous allez expliquer quand vous êtes enseignant aux jeunes générations ce qu'a été historiquement le fascisme et le nazisme? Vous allez avoir des gamins qui vont vous expliquer, attendez, moi j'étais aux États-Unis, il y avait des manifestations dans les rues, il y avait, je regardais CNN le soir, je voyais qu'ils tapaient sur Trump du matin au soir. Je suis abonné au New York Times pour les plus instruits. Ah, le fascisme, n'est pas si dangereux que ça alors. Comment vous allez expliquer que le fascisme, c'était la violence systématique, c'est la prise du pouvoir en ayant gagné la bataille de la rue, c'est l'enfermement de tous les opposants, il n'y a pas de presse d'opposition, là, il y a un problème. C'est-à-dire que si vous dites aujourd'hui c'est le fascisme pour Trump, je ne vois pas comment vous allez pouvoir essayer d'expliquer ce qu'a été historiquement le fascisme. Je termine juste, il y a deux écoles sur le fascisme. Il y a deux écoles. Il y a l'école dans laquelle moi je m'inscris, je ne suis pas un spécialiste du fascisme, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je ne me considère pas comme spécialiste du fascisme, qu'on appelle le fascisme historique. C'est le fascisme qui s'instaure à partir de 1919 d'un homme qui est venu du socialisme, s'appelle Mussolini, et qui va être au pouvoir de 1922 à 1945 avec un certain nombre de caractéristiques. Et donc, si on doit faire des comparaisons, c'est avec ça, justement. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'école du fascisme générique, c'est-à-dire qui étend la conception du fascisme et qui va permettre justement d'étendre les comparaisons et de dire, en fait, le fascisme, ce n'est pas simplement le fascisme historique, mais il y a du fascisme potentiellement un peu partout dans d'autres régimes historiques comme aujourd'hui. Donc, il y a un affrontement entre ces deux écoles, mais moi, j'appartiens à la première. J'aimerais revenir un peu sur... Excuse-moi, mais... Ah bon, vas-y. Tu ne l'avais pas vu. Vas-y. Non, je voulais simplement, si on sort un peu peut-être de l'Europe et des États-Unis, est-ce que vous établiriez des liens entre le populisme et ce que l'on constate un peu partout, c'est-à-dire un réinvestissement du religieux, l'Inde, la Turquie, Israël, où on voit effectivement un nouvel investissement religieux qui n'a rien à voir avec. Ce n'est pas un retour religieux, c'est évidemment une autre interprétation du religieux. Et est-ce que ça s'inscrit un peu dans le même mouvement? Une très belle question à laquelle je n'ai pas de réponse, que je ne connais pas assez. Non, mais c'est une très intéressante question, parce qu'effectivement, vous citez deux pays où il y a Erdogan en Turquie et Modi en Inde. Vous l'avez, d'après ce que je crois savoir, je connais très mal la Turquie, un tout petit peu l'Inde, parce que j'ai travaillé avec Christophe Jaffrelot, qui est un des spécialistes de l'Inde. Mais vous avez raison, j'aime bien votre expression investissement du religieux. Ce que je vois, moi, en Europe, c'est une forme d'instrumentalisation du religieux. Et notamment, j'ai pris l'exemple de Giorgia Meloni, qui fait dans une société de plus en plus déchristianisée, qui utilise les références religieuses, qui va se référer à la religion chrétienne. Et c'est un élément important et paradoxal. Et Matteo Salvini de la Ligue fait la même chose. Il se réfère à la religion chrétienne. Or, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle, elle a eu un enfant hors mariage. Matteo Salvini, si j'ai bien compté, on est à son 3e divorce. Et alors, le cas le plus symptomatique, c'est l'AfD en Allemagne. Vous parlez d'AfD, où la dirigeante de l'AfD est une lesbienne déclarée qui vit en Suisse avec une compagne sri-lankaise et qui a adopté 2 enfants. Alors, il y a quand même... Non, mais, c'est quand même assez étonnant. Non, mais c'est intéressant. Oui, Dieu est très miséricordieux. Absolument. Mais non, mais c'est intéressant parce que on se dit il y a une situation schizophrénique. Parce que d'un côté, il y a ces références et en même temps, les personnes qui les mettent en avant ne respectent pas justement ce qui devrait être les préceptes de la religion à laquelle ils se réfèrent. Donc, mais c'est vrai qu'on sent ce réinvestissement et je pense que ça renvoie à quelque chose de très important et qui d'ailleurs est une des raisons, d'après moi, des succès des populismes aujourd'hui, c'est cette quête de sens, cette recherche de sens.
incontestablement. Dans toutes les enquêtes qui sont faites, notamment dans le baromètre de la confiance politique qui est fait chaque année au CEVIPOF, vous avez, par Bruno Cotresse, vous avez vraiment, on le voit, il y a une recherche il y a une quête de sens d'une grande partie des citoyens européens, puisque l'enquête très souvent est sur plusieurs pays, notamment France, Italie, Allemagne, toujours, il y a un quatrième pays. Et on le voit très bien, de même que vous avez une grande attente d'autorité, ça ne veut pas dire d'autoritarisme, d'autorité, et en même temps une attente et une exigence de plus grande participation à la décision politique. Et les populistes sont exactement à la croisée de ça. Exactement. Ils ont un leader qui a un récit, qui indique une boussole. D'ailleurs, dans le cas de Trump, c'est très important aussi, c'est le retour du volontarisme politique. C'est qu'avec moi, c'est la réaffirmation du politique dans sa forme autoritaire. Et donc, il y a cette dimension-là. Donc, avec moi, j'ai une boussole, je vous indique où on va reconstituer la France va être formidable, la France va être débarrassée de tous ces éléments étrangers, on va avoir une France nouvelle. Deuxièmement, vous avez justement l'autorité pour la sécurité, sur la délinquance, tous ces éléments-là. Et puis, on va vous redonner la parole. Et comment on va vous redonner la parole? Le référendum. La multiplication des référendums. Donc, on y va, une multitude de propositions de référendum. Et qu'est-ce que fait Édouard Philippe? À peine première, il va dire, j'ai déjà des référendums prévus sur un certain nombre de sujets. Voilà. Mais quelle est la réponse? Et ça renvoie à une autre question, excusez-moi, je termine là-dessus. Ça renvoie à une autre question, c'est comment se comporte-t-on par rapport, puisque vous me disiez combattre, moi j'en ai aucune idée, mais j'ai une réflexion. Comment combattre? Et alors là, le cas italien est très intéressant. Je le caricature un peu. C'est où vous alliez sur le terrain de Berlusconi. Je parle de Berlusconi là. Et c'est ce qu'ont essayé de faire deux leaders de centre-gauche. C'est-à-dire d'apparaître comme des grands communicants capables de répondre à Berlusconi. Et puis vous aviez l'attitude qu'a eu Romano Prodi qui a gagné 2 fois. Et Romano Prodi, je suis enregistré là? Oui. Disons que ce n'est pas le meilleur pédagogue qu'on connaisse. Voilà. Ça va rester. Moi, je disais même à mes étudiants, quand vous avez une insomnie, regardez Romano Prodi. Et je lui ai posé la question, non pas comme ça, hein, pas en ces termes-là, mais il m'a dit, mais si j'allais sur le terrain de Berlusconi, j'étais mort. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans les débats, il y a des débats face à face, il y avait un peu à la française entre les deux tours. Ils n'ont pas de 2 tours, mais ils avaient instauré ce système-là. Il n'allait pas sur le terrain de Berlusconi, il disait que, attendez, monsieur Berlusconi, vous promettez tout ça, moi je ne fais pas ces promesses-là. Je ne fais pas ces promesses-là. Voilà, je vous dis quelle est la situation, voilà ce qu'on fera, voilà ce qu'on ne pourra pas faire. J'arrive comme quelqu'un qui a des arguments rationnels. Il a gagné 2 fois. Hein. Ce n'est pas la seule raison de son victoire, mais 2 fois il a gagné. Et ceux qui ont voulu aller jouer sur le terrain de Berlusconi ont perdu. Donc c'est une grande question, c'est-à-dire comment effectivement se comporter? Quel type d'attitude à avoir? Alors justement, sur ce sujet-là, il y a un point qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, sur la tension entre la représentation et la souveraineté, c'est celui des corps intermédiaires. Voilà. Parce que justement, bon, je ne vais pas étaler la culture avec Sloterdijk et puis les banques de colère et tout ça, mais comment ces corps intermédiaires peuvent capter les problèmes des couches populaires et les transformer en une espérance. Et ce sujet-là, d'ailleurs, pour moi, un des grands reproches que je ferai à Emmanuel Macron, c'est d'avoir essayé de les dézinguer. Parce que il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est en France, on a une tradition bonapartiste. Et donc, on veut parler au peuple. Vous pourrez peut-être nous parler du général de Gaulle tout à l'heure, puisqu'il est aussi cité dans le livre. Donc ça, c'est, je crois, le premier point, et avec cet effritement des corps intermédiaires. Deuxième point, c'est là où il y a eu vraiment une faute des élites, c'est la relégation spatiale. Là, Eric Guilly a travaillé là-dessus depuis 2005, et là, ça a été une faute parce que je pense que ça a créé un terreau favorable de gens qui étaient désespérés. Et de même, en plus, là, il y avait des problèmes culturels. Enfin bon, je passe là-dessus. Alors, dernier point. C'est un sujet qu'il faudrait aborder. Et dernier point. Pas d'accord du tout. Oui, ben, c'est pas grave. Laisse-moi finir. Sur l'idée de relégation. Oui, non, mais laisse-moi finir et puis après, tu auras la parole. Non, mais Ensuite. Une autre fois. Oui. Entre vous deux. Hein. Oui, non, mais c'est pas grave. Bon, dernier point, un peu provocateur peut-être. En fait, la situation actuelle,
c'est formidable pour le capitalisme. Parce que avant, on avait une droite, une gauche, et des exploitants, donc il y avait des exploités et donc des exploitants. Après, dans les années 80, on est passé aux défavorisés. Là, il n'y avait pas trop de défavoriseurs. Et puis maintenant, le truc formidable, c'est ouvrier français, si tu ne gagnes pas ta vie, si tu es au chômage, c'est pas parce que tu as des patrons qui t'exploitent. C'est parce que tu as un immigré qui vient bouffer ta gamelle. Et en plus, comme disait Trump, ces immigrés-là, ils mangent des chats et des chiens. Vous vous rendez compte? Ils ne peuvent pas rester chez nous. Alors, sur ce dernier point, c'était déjà présent dans les années 30. Ah oui, je ne sais pas. Ah, si, dans les années. Pas né. Moi non plus. Mais dans les années 30, c'était ça, puisque dans la France est ce pays qui a toujours eu une grande immigration. Le premier flux, c'est à la fin du 19e siècle, puis dans l'entre-deux-guerres, après la saignée de 1914, la Première Guerre mondiale, et puis après 1945. Et donc, effectivement, il y a des campagnes très, très violentes des ligues d'extrême droite contre l'immigration, avec une attitude d'ailleurs à l'époque un peu ambiguë du Parti communiste français, du jeune Parti communiste français dans les années 30, même si ce parti, par la suite, va favoriser, c'est un élément important, l'intégration de beaucoup, beaucoup d'immigrés. Mais vous avez raison, bien évidemment. À cet égard, vous avez tout à fait raison. Alors, moi, je suis d'accord, je reprends dans l'ordre inverse de celui que vous avez énoncé, sur les corps intermédiaires. Moi, j'avais été frappé quand Emmanuel Macron a publié en 2017 Révolution. Et dans son livre, il y a un chapitre qui était sidérant parce qu'il disait effectivement les corps intermédiaires ne servent à rien, les maires ne servent à rien, les partis politiques ne défendent que leurs intérêts. Et c'est la théorisation chez lui de Jupiter, c'est-à-dire que voilà, la toute-puissance. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il n'a pas créé de parti. Il n'a pas créé de parti. Il voulait en faire un mouvement personnel mobilisable en fonction de sa propre personne. Ce qui est d'ailleurs une tendance qu'on retrouve dans beaucoup de pays, européens. Oui, et justement, nous, dans un livre précédent que j'avais écrit avec un collègue italien qui s'appelle Ilvo Diamanti chez Gallimard, qui s'appelle Peuplocratie, les métamorphoses de nos démocraties, on avait dit justement, on est dans une période où il y a une sorte de démocratie immédiate. C'est-à-dire, elle est immédiate à cause de la temporalité, justement, des réseaux sociaux, des chaînes d'information, tout est dans l'urgence, et immédiate parce qu'il y a plus, justement, il y a un affaiblissement de tout ce qui est les corps intermédiaires. Et donc, c'est le rapport direct du peuple, enfin, la tentative d'avoir un rapport direct du peuple entre le leader et le peuple. Alors, sur le premier point, c'était la relégation oui, spatiale. Oui. Alors, je vous laisserai discuter un autre soir parce que malheureusement, je vais être obligé de partir bientôt. Moi, j'ai travaillé sur la question, donc c'est pour ça que j'ai des réactions vives. D'accord. Je m'en excuse. Non, je terminerai juste parce que c'est très intéressant. Là, je faisais allusion, enfin, c'est très intéressant pour moi, sur ces deux romans nationaux que proposent le RN et LFI. La première fois que ça s'est passé, c'était à Évry-Courcouronnes en 2024, pendant la campagne, je crois législative ou européenne et législative, où Antoine Léaumont, député LFI, que ses camarades appellent gentiment le Robespierre de l'Assemblée nationale, fait un meeting avec Jean-Luc Mélenchon. Et à un moment donné, il fait des grands discours un peu lyriques, Léaumont, il est assez doué d'ailleurs. Et à un moment donné, il regarde l'assistance, on est à Évry-Courcouronnes, et il dit que lève la main tous ceux qui ont des ascendants étrangers. Donc, nous sommes à Évry-Courcouronnes, il y a une forêt de mains qui se lèvent. Et là, c'est lui qui a le premier ce mot d'ordre, on est chez nous. Et Mélenchon est à côté, dans son blog, le lendemain, il dit, j'ai assisté à un meeting formidable. Et Léaumont a lancé ce mot d'ordre, on est chez nous, c'est-à-dire on va prendre cette fois-ci le mot d'ordre de tous les rassemblements du Rassemblement national. Et maintenant, au meeting de Saint-Denis dimanche, cette fois-ci, la foule l'a repris, comme on le dit dans le Rassemblement national, excusez-moi de ce que je veux dire, on est chez nous, et quand vous allez dans un meeting du RN, c'est systématiquement comme ça, c'est le seul mot d'ordre, plus Le Pen président, Bardella président, etc. Mais on est chez nous. Et donc maintenant, à la France insoumise, on a repris ça. Et donc c'est l'affrontement, on est chez nous contre Français, on est chez nous parce qu'il y a des Français qui viennent de tous les horizons, qui est en train de s'affirmer. Et justement, c'est la glorification de tous les quartiers périphériques. Et moi, qui ai beaucoup étudié le Parti communiste français, une période de ma vie, c'est très intéressant parce que la grande force, le grand moment du Parti communiste français, c'est les années 30, donc jusqu'aux années 70, c'est quand même 40 ans. C'est le premier parti politique français après la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1958.
premier parti de gauche, parti présent dans le monde ouvrier, avec cette oscillation ouvriérisme populiste. Jamais il y a eu autant d'ouvriers dans un parti politique qui votaient pour le Parti communiste. Ce n'était pas toute la classe ouvrière qui votait pour le Parti communiste, mais il y avait, nous on a beaucoup étudié ça avec un groupe, j'ai écrit là-dessus, on avait 3 identités. Fierté d'être ouvrier, fierté d'être ouvrier, c'est-à-dire avec toute une mythologie de la main calleuse. On est fier, et justement par rapport aux intellectuels qui ont les mains blanches, les mains, il y avait l'héroïsme et l'héroïsation de la main ouvrière, l'exaltation du travail ouvrier, la fierté du travail ouvrier, des mineurs, des métallos, des sidérurgistes. Donc vous avez le droit, vous avez cette fierté. Deuxièmement, fierté de l'endroit où on vit. Et notamment dans les années 30, c'est le grand développement des banlieues. Et c'est des zones sordides. Les banlieues parisiennes des années 30, c'est effrayant avec un problème de logis. Et donc, ils vont insister sur la fierté d'être dans la banlieue rouge, fierté d'être à Ivry, fierté d'être à Saint-Denis, fierté justement, on ne doit pas avoir honte, on doit être fier d'appartenir à ces territoires. Pourquoi? Parce que grâce au Parti communiste qui vous donne cette fierté, qui vous donne un accès au logement, et puis fierté internationaliste, référence à l'Union soviétique, donc la fierté d'espoir. Et Jean-Luc Mélenchon, il est passé par le trotskisme, il connaît ses classiques. Et donc, ce qu'il est en train de faire, d'après moi, c'est justement, vous avez, plutôt que d'être justement stigmatisé parce que vous habitez la Courneuve, Saint-Denis, Saint-Ouen, etc., non, vous avez une raison d'être fier. Vous avez raison d'être fier d'être habitant de cela, vous avez raison d'être fier de vos origines, fier de votre diversité. C'est comme ça qu'on est français et fier d'un espoir d'un monde meilleur. Donc, c'est fort, hein. Je crois qu'il ne faut pas négliger ça, d'après moi. Attention, alors je me suis peut-être mal exprimé. Je pensais plus en termes de relégation spatiale aux campagnes à la Haute-Marne, enfin, je sais des personnes la Haute-Saône ou des choses comme ça, plutôt que effectivement aux banlieues. C'était pas aux banlieues, c'était plutôt aux campagnes. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que le RN est très fort voilà. dans ces régions-là. Et la France insoumise est en train d'investir. Et là, il y a encore une fois toute une théorisation qui est faite par Jean-Luc Mélenchon, à part, parce qu'il y a des sociologues qui travaillent pour lui. Il y a beaucoup de sociologues très à gauche qui travaillent pour la France insoumise, qui travaillent pour l'Institut La Boétie. Moi, je suis sidéré que le Parti socialiste ne travaille plus avec les chercheurs. C'est impressionnant. Il y a plein de chercheurs qui pourraient servir le Parti socialiste, enfin servir, pourraient travailler. La France insoumise a tout un travail. Et donc, lui, ce qu'il explique, c'est le monde rural est en pleine transformation. Le vieux monde paysan dont nous parle le RN est en voie de disparition. Alors, il a parfois même des paroles blessantes pour les paysans classiques. Et il dit qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'exister. Ce monde est connecté. Nous ne sommes plus dans une société de classe sociale. Nous sommes dans une société où tout le monde est connecté, où il n'y a plus l'opposition monde rural, monde urbain. Il y a ce monde interurbain. Et notamment après le Covid, il y a plein de jeunes qui sont allés s'établir dans les campagnes. Et bien justement, il faut investir cela parce que là encore, c'est la nouvelle France. Donc, alors, encore une fois, à force de travailler sur Mélenchon, je commence à devenir assez. On me l'a reproché amicalement en disant, mais il y a un investissement intellectuel qu'on a tort de négliger parce qu'y compris, ça séduit une partie des jeunes en particulier, et notamment des jeunes diplômés qui se retrouvent. Le premier parti politique aujourd'hui chez les jeunes, c'est la France insoumise. Avec 2 jeunesses différentes, ça, moi je l'ai étudié dans le cadre d'une enquête pour l'Institut Montaigne, les jeunes des zones rurales, des petites villes et les jeunes qui sont arrêtés au niveau du brevet, quand ils votent très peu. Quand ils votent, c'est RN. Et les jeunes qui sont passés par les universités, c'est LFI. C'est LFI. C'est simple, à Sciences Po, on a fait une enquête. En 2022, 55% de nos étudiants français ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Mais merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci, bravo. Merci.